Alors après des mois de travail intense, un premier vrai cap vient d'être franchi. Ce matin, les États-Unis ont enfin publié un projet de loi bipartisan, le Clarity Act, vous connaissez sur la chaîne. Et ce texte, il est déjà vu comme un tournant majeur pour tout le secteur. D'ailleurs, dès ce jeudi, et c'est pour cette raison que je vous en parle aujourd'hui, mais cette semaine, dès ce jeudi, il va être examiné officiellement au Sénat américain lors de ce qu'on appelle la phase de markup, c'est-à-dire le moment où le texte est discuté, corrigé et préparé pour le vote. D'ailleurs, selon le gestionnaire d'actifs Van Eck, ce projet de loi pourrait littéralement transformer le premier trimestre 2026 en une période clairement favorable aux investisseurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Van Eck. Autrement dit, pour faire simple, on parle d'un possible retour d'un vrai climat risk-on où les marchés reprennent confiance et où l'argent recommence à affluer vers les actifs plus risqués comme les crypto-monnaies. Et ça, on aime bien. Mais, vous savez que je ne survends pas les choses. Je ne survends jamais les choses. Tout n'est pas encore gagné. Il y a certaines étapes importantes qui ont déjà pris du retard, notamment une audition clé qui a été repoussée. On va en parler. Puis en parallèle, il y a des critiques très dures qui sont aussi venues de Charles Hoskinson, une figure majeure de tout l'écosystème crypto, figure derrière le Cardano. Ce qui montre que le texte ne fait pas encore l'unanimité. Mais on va en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va regarder ce que ces nouvelles avancées changent vraiment. Où sont les blocages et ce que disent les chiffres et les faits concrets. Très important. On va également parler de la Réserve fédérale et de Donald Trump. On commence. On perd pas de temps, mais avant, je me présente, je m'appelle Charlie. Ici, je parle essentiellement de finance, essentiellement de crypto-monnaie, essentiellement de tout un tas de choses. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est bientôt 113 000 abonnés. Aussi, si vous ne le savez pas, ou je vous répète l'information, j'ai un groupe Telegram sur lequel je publie tous les jours des informations. Le groupe Telegram, il est gratuit, entièrement gratuit, il n'y a rien à payer. On est 6000 sur ce groupe Telegram. Vous avez le lien en description. Vous cliquez sur le groupe Telegram, vous y êtes, c'est tout. On commence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux faire quelque chose que je trouve important. Il faut déjà tirer son chapeau à tous ceux qui sont encore là, les amis. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que l'intérêt pour le Bitcoin et pour les contenus crypto en général, l'intérêt est en train de toucher un niveau historiquement bas. Sur YouTube, par exemple, les vues liées à la crypto-monnaie ont chuté au point d'atteindre sur les 3 derniers mois leur niveau le plus bas depuis janvier 2021. Nous sommes en janvier 2026 quand même. Et à titre personnel, je le vois tous les jours, je le vois quand je regarde les vues. L'audience est beaucoup plus faible qu'avant. Et c'est exactement pour ça que restez aujourd'hui, continuez de s'informer, cherchez à comprendre ce qui se passe vraiment sur les marchés. C'est tout sauf banal. C'est beau gosse. Donc, félicitations. Ceux qui tiennent pendant ces phases creuses sont généralement ceux qui profitent le plus quand le cycle repart. Parce que les meilleures périodes reviennent toujours. Vous pouvez regarder dans le passé, ça revient toujours. Maintenant, la seule vraie question, la question la plus importante, la question fondamentale, c'est de savoir si tu seras prêt quand ça repartira ou si tu reviendras seulement une fois que tout aura déjà explosé et que l'essentiel des gains sera déjà passé. Mais tout laisse penser que tu seras là, vu que tu es en train de me regarder aujourd'hui. Après, même si l'ambiance n'est pas l'euphorie, il se passe en réalité des choses très intéressantes, très importantes en coulisses. De quoi je parle? Regarde, ce jeudi, donc dans 2 jours, le Sénat américain lance la phase de markup du Clarity Act au sein de la Commission bancaire américaine. Et ça, c'est une étape clé, c'est une étape très intéressante parce que c'est là que le texte est discuté, modifié et préparé avant son passage au vote. Le Clarity Act, je sais que vous connaissez, vous avez entendu parler du Clarity Act. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un énorme paquet de régulation crypto aux États-Unis. Il encadre absolument tout, depuis la DeFi jusqu'au Bitcoin, en passant par les stablecoins, les plateformes d'échange de crypto-monnaies et même les autorités chargées de surveiller ce marché. Et je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas bien grave. Autrement dit, les amis, c'est le cadre légal complet de la crypto américaine qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Ce texte, ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte, il a déjà été adopté par la Chambre des représentants en juillet 2025. Il ne manque donc plus que l'approbation du Sénat américain, puis la signature du président pour que cette loi devienne officielle. On est littéralement, on peut tous l'admettre, on est littéralement sur la dernière ligne droite d'une des régulations crypto les plus importantes jamais mises en place aux États-Unis. Maintenant, encore une fois, je ne survends pas les choses. Ce qui se passe ce jeudi n'est pas encore le vote final du Sénat américain. C'est une étape intermédiaire qu'on appelle, comme je l'ai dit, le markup. Concrètement,
Alors le texte est relu ligne par ligne. Les sénateurs peuvent proposer des changements, ajuster certains passages et à la fin, la commission vote pour décider si la loi peut être transmise au Sénat dans son ensemble, dans cette version-là, pour faire très simple. Mais c'est une audition très importante. C'est une édition tellement importante à tel point que c'est une édition tellement importante que 3 sénateurs démocrates de la commission bancaire ont envoyé une lettre officielle au président de la commission, Tim Scott, pour demander le report de ce market. Ils préfèrent se donner un petit peu plus de temps. Selon eux, le texte avance trop vite et le processus est en train d'être forcé. Maintenant, pourquoi je vous dis ça ? Pour moi, ça montre bien que le Clarity Act est devenu un sujet brûlant, même au plus haut niveau politique. Alors, l'audition, comme je vous l'ai dit, aura lieu dans 48 heures, jeudi. Et pourtant, le public n'a reçu le texte final de la loi que ce matin. On parle d'un document énorme, avec 278 pages. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans chaque détail. Mais il y a un point qui est un point particulièrement sensible. Quel espoir. C'est la question des récompenses sur les stablecoins, ce qu'on appelle les stablecoin rewards. Bernstein, l'un des plus gros cabinets de recherche financière aux États-Unis, expliquait que la fenêtre pour faire passer cette loi, c'était maintenant, mais que ce sujet précis pouvait faire encore tout basculer. Il y a même Bloomberg qui avait révélé que Coinbase menaçait de retirer son soutien au Clarity Act si les stablecoin rewards étaient trop limités, au-delà de simples obligations de transparence. Et dans cette nouvelle version du texte, les rendements des stablecoins sont finalement traités d'une manière favorable aux banques, ce qui correspond à ce que Coinbase et une grande partie du marché crypto demandaient. Je vous ai produit un short il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux où je parle un petit peu de ça. Donc, pour faire très simple, ce gros point de blocage, il est maintenant levé et ça ouvre clairement, ce qui me rend optimiste, ça ouvre clairement la voie à une adoption finale de la loi. Puis j'en ai parlé au début de la vidéo, selon Von Eck, le Clarity Act pourrait transformer le premier trimestre 2026 en un vrai trimestre risk-on pour les investisseurs, donc une période où la prise de risque revient sur les marchés. En théorie, c'est beau gosse. En théorie, ça fait rêver. Mais en pratique, c'est pas aussi simple, je vais m'expliquer. Le Senate Banking Committee, qui n'est que l'un des 2 comités qui doivent valider le Clarity Act, et il y a une autre commission qui est aussi impliquée, c'est justement là que ça coince. On a appris que le Clarity Act est de nouveau reporté parce que le Sénat n'a pas encore assez de voix pour faire passer la réforme crypto. Là, vous avez envie de me dire, mais attends, tu nous dis que c'est jeudi, là maintenant tu nous dis qu'il est retardé. Ce retard ne concerne pas l'étape de jeudi, pas d'inquiétude. Mais celle du 2e comité, le Senate Agricultural Committee, qui s'occupe en réalité de la supervision des marchés de matières premières, des dérivés, des futurs et de la CFTC. Le républicain le plus haut placé dans cette commission, John Boozman, a repoussé la réunion à fin janvier pour laisser plus de temps aux négociations et essayer de sécuriser un vrai soutien des 2 parties. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette commission n'a pas encore l'accord bipartisan nécessaire pour faire avancer cette loi sans risque, pour faire avancer la loi sans risque. Et sans cet accord, le texte pourrait être soit affaibli, soit complètement bloqué plus tard dans le processus. Maintenant, concrètement, c'est un peu compliqué, mais concrètement. Même si tout se passe parfaitement ce jeudi, la loi ne pourra arriver devant l'ensemble du Sénat que lorsque les 2 commissions, les 2 comités auront validé leur partie. Puis toujours sur le sujet de Von Eck et le premier trimestre 2026 et du sujet risk-on, le patron de la SEC, Paul Atkins, a déclaré que Trump signerait cette loi en 2026, mais il n'a jamais parlé précisément du premier trimestre. Puis sur Polymarket, la probabilité que le Clarity Act soit adopté est de nouveau au-dessus de 70%, mais là encore, on parle simplement de 2026 et pas spécifiquement du premier trimestre 2026. Après, au début de la vidéo, je vous ai parlé de Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, lui, il est archi pessimiste. C'est le fondateur de Cardano, pour les personnes qui ne savent pas. Selon lui, le Clarity Act ne sera probablement pas adopté pendant ce trimestre. Et s'il rate ce créneau, il estime que la fenêtre pourrait se refermer. Et dans ce scénario, si les démocrates reprennent aussi la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, les fameux midterms, la prochaine vraie chance pourrait n'arriver qu'en 2028. C'est loin de 2028. Hoskinson considère même que l'administration Trump a échoué sur le dossier crypto. Après, faut aussi comprendre d'où il parle. Son propre projet Cardano a perdu plus de 50% sur l'année écoulée. Et en plus, il regarde la situation avec un angle altcoins au lieu de regarder la situation avec une vision centrée sur le Bitcoin. Mais tout ça reste assez complexe. Mais l'idée, on en parle aujourd'hui parce que l'idée, c'est de mieux comprendre ce qui se joue en coulisses.
On va parler de ce qui s'est passé hier. On va parler de Jérôme Powell. Jérôme Powell est en ce moment sous une pression énorme. Et ce qu'il a dit hier matin a clairement pas plu à Donald Trump. De quoi je parle? Le patron de la Réserve fédérale américaine est aujourd'hui dans le viseur de la justice américaine. Les procureurs fédéraux enquêtent sur lui pour une possible tromperie du Congrès à propos de la rénovation du siège de la Fed. Un chantier qui a coûté, c'est vrai qu'il a coûté cher ce chantier, mais un chantier qui a coûté 2,5 milliards de dollars. Pendant longtemps, ce projet, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet, il a posé aucun problème et avait même été validé sans polémique. Mais la situation a changé quand Donald Trump a commencé à réclamer de plus en plus fort une baisse des taux d'intérêt et a menacé publiquement de virer Powell de son poste. Et c'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure différente. C'est à ce moment-là que des documents sont ressortis et qu'on a commencé à parler d'un possible abus autour de ces 2,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, le ministère, qu'est-ce qui se passe? C'est que le ministère américain de la Justice envisage une convocation. L'envisage. Il ne s'agit pas encore d'une inculpation, parce que j'ai lu tout un tas de choses ici et là. C'est l'envisage. Il n'y a toujours pas d'inculpation, mais quand même la situation, elle est clairement tendue et tout le monde regarde comment tout ça, comment ça va évoluer. La réaction, il y a aussi un truc qui est assez marquant, c'est que la réaction de Powell, choix des mots très simples, a aussi marqué les esprits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas répondu avec un simple communiqué écrit, mais avec une vidéo dans laquelle il parle de tentative d'intimidation politique. Selon lui, la Fed refuse de céder à la pression du président et prend ses décisions de taux dans l'intérêt de la population américaine. Pas pour servir un président, pas pour servir un calendrier électoral avec les midterms, etc., ou des jeux de pouvoir. Et sur ce point, il est difficile de lui donner complètement tort. Trump veut des taux beaucoup plus bas. Ok, on l'entend. Powell résiste. Et c'est le débat, il s'envenime, il devient de plus en plus chaud. Après, il y a le calendrier qui n'est pas anodin. Parce que la prochaine réunion de la Réserve fédérale a lieu le 28 janvier, à la fin du mois. Et à cette date, les taux pourraient être maintenus ou peut-être baissés, mais tout indique qu'ils seraient potentiellement maintenus. Les probabilités actuelles donnent seulement 5% de chance à une baisse. Autrement dit, pour faire simple, il y a 95% de chances que les taux restent au niveau actuel. Ce qui va clairement à l'encontre des souhaits de Donald Trump qui préférerait voir les taux tomber vers les 1% ou même en dessous. Maintenant, si rien ne change, Jérôme Powell, quoi qu'il arrive, il va rester, il m'a l'air déterminé, il va rester jusqu'au 15 juin 2026. À cette date, il devra quitter ce sera la fin de son mandat, il va quitter la Réserve fédérale. Après cette date, un nouveau responsable nommé par Donald Trump, qui dira probablement oui à toutes les demandes de Donald Trump, pourrait prendre sa place. À titre personnel, ça n'engage que moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que même si ça ne nous arrange pas, encore une fois, ça ne nous arrange pas, mais encore une fois, on analyse la situation froidement. Je pense que Powell ne fait pas un si mauvais travail que ça. Même si je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, il s'en sort plutôt bien. Certains estiment que les taux sont beaucoup trop élevés et qu'il aurait dû baisser ces taux depuis très longtemps. Mais si on regarde les chiffres de manière froide, l'économie américaine reste solide. Les prévisions parlent encore d'une croissance forte cette année. Le chômage a certes un petit peu augmenté, mais il reste autour des 4,4-4,5%, ce qui est historiquement assez bas, même très bas. Le marché du travail tient bon, même s'il montre quelques petites fissures. Mais encore une fois, des petites fissures. Et l'inflation reste encore loin, entre guillemets loin, comparé à ce que les Américains ont eu l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, ça reste raisonnable. Mais il reste encore loin. On va dire que l'inflation reste encore élevée. Et dans ce contexte, il n'y a pas vraiment de raison logique pour baisser les taux maintenant. Maintenant, on peut toujours craindre un ralentissement futur. Ok. Mais avec les données actuelles, rien n'indique une urgence. Le président de la Fed, Jérôme Powell, peut baisser les taux dans un contexte particulier, contexte d'urgence, contexte où il faut agir. Là, les États-Unis, ils sont pas dans ça. Puis, quand on repense à l'explosion de la masse monétaire après 2020, on peut même dire que la Fed s'en est plutôt bien sortie. Pourquoi je dis ça? Il y a d'autres pays qui ont pris des raclées, qui ont pris des décisions beaucoup plus extrêmes et se retrouvent encore aujourd'hui avec de graves problèmes économiques. Alors que l'économie américaine continue globalement. Il ne faut pas venir, oui, mais nanani, nanana. Je parle de globalement, l'économie continue de globalement tourner. Encore une fois, bien sûr, pour nos investissements, ça ne nous arrange pas.
Moi, à titre personnel, je veux une baisse des taux. Je veux qu'ils baissent les taux. Ce serait beaucoup plus confortable d'avoir des taux à 0% et que beaucoup d'argent soit injecté dans le système. Mais d'un point de vue rationnel, et si on sort du prisme de nos portefeuilles, d'un point de vue rationnel, la Fed n'a pas fait n'importe quoi. En revanche, aussi, vous allez voir, j'aime tout le monde, je suis du côté de tout le monde. On peut aussi comprendre en partie la position de Donald Trump, même si le sujet est délicat. Pourquoi ? Il y a la dette des États-Unis qui continue de grimper très vite et les intérêts à payer explosent. Si on prend les chiffres du troisième trimestre 2025 et qu'on les annualise, les États-Unis doivent désormais payer environ 1400 milliards de dollars par an uniquement en intérêts sur leur dette. C'est énorme ce chiffre. Oui, il peut encore légèrement baisser, mais la tendance reste clairement à la hausse et ce chiffre, il est monstrueux. Que des intérêts. Et plus les taux sont élevés, plus la charge d'intérêt devient lourde pour l'État américain. Et c'est exactement le retour de bâton des énormes baisses de taux et de l'explosion de la création de monnaie en 2020 et surtout en 2021. Et c'est c'est ce que les États-Unis commencent à payer aujourd'hui. Un autre sujet que j'ai trouvé intéressant, il s'agit encore de Trump. Alors, Donald Trump est en train de montrer de plus en plus clairement comment il fonctionne. Cette histoire avec Powell et la DOJ, voilà, tout un tas d'histoires, le Venezuela, enfin, tout un tas d'histoires, une montagne d'histoires. Et pour faire simple, si tu vas pas dans son sens, tu t'exposes à de gros problèmes. Ça peut commencer par une convocation, continuer avec des petites restrictions et parfois aller jusqu'à des arrestations, des kidnappings dans son pays, etc., etc. Et donc, on voit bien que la pression monte et qu'il n'hésite pas à utiliser le pouvoir qu'il a entre les mains. De quoi je parle, pas d'inquiétude. Eh bien, il a encore donné un exemple très concret ce week-end. Il a expliqué qu'il pourrait empêcher ExxonMobil, le plus grand groupe pétrolier des États-Unis, d'investir au Venezuela. Pourquoi ? Eh bien, parce que le patron d'ExxonMobil a déclaré la semaine dernière, lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec des dirigeants du secteur pétrolier, que le Venezuela n'était pas un pays investissable. Trump n'a pas aimé. Il n'a pas du tout apprécié cette prise de position. De retour vers Washington à bord de l'Air Force One, il a clairement dit que la réaction d'Exxon, la réaction du PDG d'Exxon ne lui avait pas plu et qu'il pourrait donc les tenir à l'écart. Je vous ai fait un short sur ce sujet-là. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et donc, le message, il est très simple. Si tu dis quelque chose qui lui convient pas, tu peux être mis sur la touche. Très simple. Puis, pour en rajouter une couche, il a même publié une image sur son réseau social où il se met en scène comme s'il était le président en exercice du Venezuela. Donc, l'ambiance est franchement particulière, franchement chaotique. Et si on se projette et qu'on imagine encore 2-3 ans de ce type de gouvernance, on peut s'attendre à une période extrêmement agitée, extrêmement volatile, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les lois ou même pour les marchés comme les crypto-monnaies. Après, on s'en fout de savoir si on aime ou on n'aime pas Donald Trump. C'est même pas le sujet. Faut reconnaître qu'il montre une chose très importante. Le président des États-Unis a un pouvoir immense. Et l'idée que tout le monde serait au même niveau et aurait les mêmes chances est franchement naïve. Et Trump l'a encore prouvé la semaine dernière d'une manière assez choquante. Regardez, un exemple. Il a publié des données sur l'emploi qui n'étaient même pas encore publiques. Il existe normalement des horaires très précis pour la publication de ce genre de chiffres, des chiffres officiels du marché du travail. Or, la semaine dernière, Trump a publié à 20h12, heure côte est américaine, une image montrant la croissance de l'emploi dans le secteur privé, alors que ces chiffres n'ont été officiellement publiés par le ministère du Travail que le lendemain à 8h30, heure côte est aux États-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait accès à ces données au moins 12 heures avant tout le monde. Sans l'accuser directement de quoi que ce soit, c'est pas mon genre, vous me connaissez. On voit bien le problème que ça pose. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as des informations aussi sensibles 12 heures avant les autres, tu as un énorme avantage. J'aurais aimé être son ami à ce moment-là. Théoriquement, ça ouvre même la porte à toutes sortes d'abus possibles, comme prendre des positions sur les marchés avant la publication officielle. Officiellement, bien sûr, ça n'arrive pas. Mais le simple fait que cette possibilité existe montre à quel point le pouvoir et l'information ne sont clairement pas répartis de manière égale. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis un petit peu emballé dans cette vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ce dernier sujet, je l'ai trouvé assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à la liker. Je vous rappelle que j'ai mon groupe Telegram en description. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. 6000, on est 6000 et le groupe Telegram, il est gratuit. Prenez soin de vous et à demain.